Bonjour et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, la réunion entre le gouvernement et les dirigeants syndicaux a échoué à trouver une solution, conduisant à la journée de débrayage et de manifestation que l'on a pu voir. Le gouvernement affirme que la réforme est nécessaire pour équilibrer le budget des pensions, mais les syndicats ne sont pas d'accord. Après la réunion, des militants de la CGT ont occupé l'Arc de Triomphe. Hier, l'enjeu des discussions entre le gouvernement et les responsables syndicaux était grand. Une nouvelle fois aujourd'hui, on a réclamé ensemble que les 64 ans ne soient pas une réalité, ne s'appliquent pas pour les travailleurs et travailleuses de ce pays. Une fois on s'est tous exprimés, on a finalement demandé à la Première ministre de confirmer si elle retirait cette réforme comme nous le demandions toutes et tous. La réponse est non. Alors qu'il est, après cette réunion, j'en appelle à ce qu'un maximum de travailleurs et de travailleuses, de citoyens dans ce pays rejoignent les cortèges partout en France demain. C'est de ça dont il s'agit. Effectivement, il faut qu'on démontre la force de la démocratie sociale et dans le calme, sans violence, j'en appelle à ce qu'un maximum de travailleurs et travailleuses se mobilisent. Je vous remercie. À Paris, après la réunion, des militants de la CGT ont accroché une banderole portant l'inscription « 64 c'est non » au sommet du monument de l'Arc de Triomphe. Le gouvernement affirme qu'il est nécessaire de faire passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans pour la plupart des travailleurs, afin d'équilibrer le budget des pensions dans les années à venir. Les syndicats affirment que l'argent peut être trouvé ailleurs. Mesdames et messieurs, il était important dans le moment que nous vivons que nous puissions nous parler avec l'ensemble de l'intersyndicale ce matin. C'était un échange respectueux où chacun a pu s'exprimer et s'écouter. J'ai entendu tour à tour chacune des organisations syndicales. J'ai entendu leur désaccord sur le relèvement de l'âge et j'ai pu leur redire ma conviction et celle de mon gouvernement de la nécessité de cette réforme. La décision de Macron de faire passer la loi sans vote final au Parlement le mois dernier n'a fait qu'ajouter à la colère des syndicats et de l'opinion publique. De son côté, le Conseil constitutionnel rendra son verdict sur le projet de loi le 14 avril. Le Conseil a le pouvoir d'annuler le projet de loi ou des parties de celui-ci s'il estime qu'il est contraire à la Constitution. Mais il ne rejette que rarement des projets de loi dans leur intégralité. Après un hiver exceptionnellement sec, la France s'inquiète des risques d'incendie de forêt cette année. L'un d'entre eux, qui s'est déclaré il y a 8 mois dans le sud-ouest du pays, couve toujours, alimenté par le lignite contenu dans le sol tourbeux de la région. Les autorités le surveillent, mais ne savent pas comment l'arrêter. Voilà ce qui reste d'une forêt à l'extérieur de la ville d'Ostens, dans le sud-ouest de la France. Un incendie s'y est déclaré en juillet 2022. 8 mois plus tard, la terre se consume toujours sous terre à cause du lignite présent dans le sol tourbeux de la région. Il faut s'assurer que des feux ne puissent pas reprendre de ces points chauds. L'incendie d'Ostens est un vestige des gigantesques feux de forêt qui ont ravagé le sud de l'Europe au cours de l'été 2022. La pire sécheresse jamais enregistrée a été aggravée par des vagues de chaleur successives. La région de la Gironde, dans le sud-ouest de la France, a été particulièrement touchée, avec plus de 49 000 hectares de forêt détruits. Le risque de reprise des incendies est très préoccupant. Guillaume Carnire travaille pour l'Office national des forêts. Les risques, maintenant que tout est exploité autour, sont minimisés parce qu'il y a moins de matière inflammable tout autour sur le massif vu qu'il y a des grosses surfaces qui ont été coupées. Mais il reste encore quelques îlots verts et il y a toute la végétation qui va revenir au printemps qui, elle, sera inflammable. L'incendie d'Ostens est surveillé en permanence par des drones qui mesurent les niveaux de chaleur. C'est ce qu'affirme Pascal Gott, responsable local de la protection de l'environnement. Nous arrivons maintenant à une période où les feux de printemps peuvent se déclarer. Donc il est évident que nous avons besoin d'une réponse urgente du gouvernement sur les moyens aériens et nous ne pouvons plus naviguer à vue. Un hiver exceptionnellement sec dans certaines régions du sud de l'Europe a réduit l'humidité du sol. Cela fait craindre une répétition de l'année 2022 lorsque près de 2 millions d'hectares de terre avaient été détruits selon les statistiques de la Commission européenne. Les gouvernements s'efforcent donc de rendre les forêts et les zones boisées plus résistantes. En Gironde, les incendies qui ont ravagé la ville d'Origné et déplacé ses habitants en juillet dernier sont éteints depuis longtemps. Mais le maire Vincent de Dieu n'a pas pu cacher sa tristesse en regardant les vastes étendues vides. On a perdu tous nos points de repère, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est complètement lunaire. On est sur ce paysage un peu désertique, mais moi j'avais dit on aura le choc des arbres brûlés, mais on aura le choc aussi quand il n'y aura plus d'arbres.
L'ancien président Trump a répondu aux accusations portées contre lui. Dans un discours prononcé en Floride mardi à une heure de grande audience, Trump s'est adressé à ses partisans depuis son domaine de Mar-a-Lago. C'était environ 2 heures après son retour de New York. Il affirme que l'ingérence dans les élections est à l'origine des accusations criminelles et qu'au minimum, Bragg devrait démissionner. Jeremy Sandberg de NTD en dit plus sur les remarques de Trump depuis Mar-a-Lago. Le président Trump s'est adressé à une foule d'environ 500 invités dans la salle de bal de Mar-a-Lago à Palm Beach mardi soir. Cette fausse affaire a été inventée uniquement pour interférer avec les prochaines élections de 2024 et elle devrait être abandonnée immédiatement. L'ancien président a plaidé non coupable pour les 34 chefs d'accusation retenus contre lui. Tous les experts et analystes juridiques ont dit qu'il n'y avait pas d'affaire, il n'y a pas de dossier. Ils n'arrêtaient pas de dire qu'il n'y avait pas d'affaire. Le candidat républicain à la présidentielle de 2024 a averti que les États-Unis sont actuellement une nation en faillite et qu'ils sont tombés au niveau de l'ancienne Union soviétique. Nous sommes une nation en déclin. Et maintenant, ces fous de la gauche radicale veulent interférer avec nos élections en utilisant les forces de l'ordre. La date du procès n'a pas encore été fixée. Il devrait avoir lieu en 2024. Les procureurs ont demandé qu'il ait lieu en janvier et les avocats de Trump ont demandé qu'il ait lieu en avril. La prochaine date d'audience est fixée au 4 décembre. C'est 2 mois avant que les républicains n'entament leur processus de nomination. Une condamnation n'empêcherait pas Trump de se présenter ou de remporter la présidence en 2024. Les avocats de Trump ont laissé entendre qu'ils déposeraient des requêtes en irrecevabilité, fondées sur une mauvaise conduite du procureur et des poursuites sélectives. Trump a terminé son discours en déclarant qu'en dépit du nuage sombre qui plane sur le pays, il ne doute pas que les États-Unis redeviendront une grande nation. Jeremy Sandberg, NTD Actualité. Comment les Américains ont-ils réagi aux accusations portées contre l'ancien président Trump? Nos reporters ont parcouru les lieux où Trump a comparu devant le tribunal et prononcé son dernier discours. Les supporters de Floride ont accueilli Donald Trump à Mar-a-Lago, à Palm Beach. Cela ne peut que le rendre plus fort. C'est un battant. Tout ce qu'ils ont fait, c'est l'aider. Ils ne lui ont pas fait de mal. Comme d'habitude, ils l'ont aidé. Ils n'ont rien pu obtenir contre lui parce qu'il n'a rien fait. Ces propos ont été tenus quelques heures après que l'ancien président s'est présenté devant un tribunal pénal de Manhattan et a plaidé non coupable de plus de 30 chefs d'inculpation pour falsification de documents. Cet acte d'accusation historique a divisé les opinions. Ils ont monté cette affaire pour l'humilier, pour l'empêcher de se présenter. Il s'agit d'une pure persécution politique qui est très dangereuse pour notre pays. Portant une casquette MAGA, Stephanie Lou, partisane de Trump, a participé à une manifestation à New York. Bien sûr, il est innocent. Non seulement il est innocent, mais il a sacrifié son style de vie de milliardaire pour sauver ce pays. Il n'a pas besoin d'être président, il avait une belle vie avant cela. Regardez ce qui lui est arrivé une fois qu'il a été élu. Les menaces de destitution, le canular russe. D'autres partisans de Trump ont fait écho au sentiment de Lou. Trump respecte les procédures régulières et l'état de droit. C'est pourquoi il va participer à cette affaire. Toute autre personne aurait envoyé son avocat pour répondre ou pour étouffer cette affaire. Non, Trump va affronter ce problème de front. Il va l'affronter comme un homme. Il va y faire face en tant qu'Américain et essentiellement en tant que bon citoyen comme il l'est. C'était quelqu'un qui ne poursuivait pas beaucoup de crimes et de délits, et tout d'un coup, après 7 ans, il est impliqué dans cette affaire. Vous savez, c'est clairement de nature politique. De nombreuses autres personnes se sont toutefois prononcées en faveur de l'acte d'accusation. Il n'y a pas de motivation politique. Faut-il rappeler que Michael Cohen a été condamné? La seule raison pour laquelle il n'a pas été suivi à l'époque, comme nous le savons, est que le Doge ne met pas en accusation un président en exercice. Je m'attendais à ce qu'il y ait des poursuites. Principalement parce qu'en ligne, l'ancien président a déversé beaucoup d'absurdités. Et je pense que les poursuites engagées contre lui sont appropriées. Je pense qu'il était temps. Je pense qu'il a vraiment commis une injustice envers notre pays. Je pense que personne n'est au-dessus de la loi. Il devrait certainement être arrêté ou mis en accusation pour toutes les erreurs, les mensonges et les dommages qu'il a causés dans notre pays.
Cela m'attriste, ce qu'il a fait à ce pays. J'ai un énorme respect pour la fonction de président, pour notre gouvernement, pour notre mode de vie. Et je pense que cet homme l'a sali. Je veux dire que la nature obscène de cette accusation en dit long. Je suis heureuse de voir cela, je suis heureuse de voir que les actes ont des conséquences. Et quand on fait de mauvais choix, il y a des conséquences, qui que l'on soit. Président des États-Unis, propriétaire de plusieurs entreprises ou que l'on ait un grand nom. D'autres ont dit être plus curieux des réactions des autres à ce moment sans précédent. J'ai l'impression que ce serait une chouette expérience de venir voir comment le pays réagit à ce qui est probablement le moment le plus monumental de l'histoire politique américaine depuis longtemps. La réservation d'un hôtel à Manchester s'accompagne désormais d'un coût supplémentaire. La ville est devenue la première au Royaume-Uni à introduire une taxe de séjour. Daniel Monaghan de NTD en dit plus sur cette nouvelle politique. La taxe s'élève à 1 livre sterling par nuit et par chambre. Les autorités affirment que l'argent collecté permettra d'organiser des conférences et des festivals et de maintenir la propreté des rues de la ville. Le conseil municipal considère qu'il s'agit d'un plan innovant, mais qu'en pensent les visiteurs ? Je pense que c'est bien, ce n'est qu'une livre, n'est-ce pas? Et j'ai lu que cela contribuait à la ville. Pareil pour moi, ça ne me dérange pas que l'argent revienne à la ville. Je suis dans une position relativement privilégiée parce que je suis seul et que ce n'est que pour la nuit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent plusieurs nuits, c'est une autre histoire. L'instauration d'une taxe de séjour fait suite à des mesures similaires prises dans d'autres destinations européennes populaires, notamment Venise, Rome et Barcelone. Édimbourg en Écosse prévoit également une mesure équivalente. Kate Nichols, directrice générale de UK Hospitality, se demande si de telles taxes touristiques sont réellement efficaces. Si vous êtes une famille de 4 personnes et que vous payez 4 livres pour une nuit et que vous restez un week-end, cela peut représenter un repas au restaurant que vous ne prendrez pas, ou bien un café ou une visite à une attraction locale. Le personnel d'accueil n'est pas d'accord. C'est seulement 1,20 livre, c'est donc moins qu'une pinte, moins que des frites si vous alliez au McDonald's. Mais dans un contexte financier difficile, les clients comptent les dépenses plus que d'habitude. Et chaque centime de chaque dépense compte. Daniel Monaghan, NTD Actualité. Pendant des décennies, les garde-temps suisses ont inondé le marché mondial de l'horlogerie. Lorsque l'on évoque les montres helvétiques, des grandes marques comme Rolex, Omega, Cartier, Patek, Philippe, Tissot ou encore Audemars Piguet nous viennent à l'esprit. Or, la création horlogère suisse ne se résume pas à des manufactures gigantesques aux chiffres d'affaires exorbitants et qui fabriquent des pièces par milliers grâce à des machines robots à commande numérique. La véritable horlogerie de luxe suisse est celle des maîtres horlogers, détenteurs d'un savoir-faire traditionnel et qui, retranchés dans leurs petits ateliers, travaillent de façon indépendante à la création de pièces uniques. NTD est allé à la rencontre de ces artisans passionnés, réunis à l'occasion de l'événement Masters of Horology qui s'est déroulé à Genève. Nos reporters ont été reçus par l'Académie horlogère des créateurs indépendants ou AHCI, une association qui a pour mission de perpétuer l'art de l'horlogerie indépendante depuis 1985. Dimanche 2 avril, à l'heure où le plus grand salon horloger du monde, Watches and Wonders Geneva, accueillait dans le cadre d'une édition record 43 000 visiteurs, l'équipe de NTD a souhaité éviter les bains de foule et les groupes de luxe de l'industrie horlogère pour leur préférer des visiteurs au goût raffiné et les savoir-faire traditionnels de la haute horlogerie. À l'Iceberg, dans le quartier de Saint-Gervais, lieu incontournable et mythique de l'horlogerie depuis le XVIe siècle, l'AHCI, l'Académie horlogère des créateurs indépendants, exposait en exclusivité les pièces phares de ses membres, la crème de la création horlogère indépendante. Cette académie est magique, elle existe depuis 1985 et on se démarque de ces gros salons où c'est l'industrie du luxe. Il y a des très belles choses aussi, mais en quantité. Moi, je pense que le luxe, on ne peut pas le faire en quantité. Le luxe doit être réduit à des pièces uniques et à des chefs-d'œuvre, à des pièces d'art. C'est ce qu'on fait, nous, ici à l'Académie. Diplômé de l'école d'horlogerie de Genève, Antoine Precioso est devenu indépendant en 1981. Après avoir créé sa propre marque, il a déposé de nombreux brevets et produit une multitude de créations exceptionnelles, appréciées par les amateurs de garde-temps et les connaisseurs du monde entier.
Ça fait déjà bien quelques décennies que je suis indépendant, donc j'ai commencé dans les années 80, pendant la crise du quartz, on va dire, l'horlogerie était au ralenti, et j'ai travaillé beaucoup aussi pour la restauration, restaurer pour des montres pour des musées, des collectionneurs, les antiquaires, et là on apprend beaucoup. Quand on répare des montres, c'est une sorte de voyage dans le temps. On la démonte, on essaie de comprendre comment ils ont fait les pièces, les horlogers de l'époque. Et là, on apprend aussi à faire de l'horlogerie, à travailler avec la passion, réparer les montres avec la patience et puis avoir la persévérance de continuer et d'essayer d'innover. La candidature de Shonaten, détentrice d'un bac pro en horlogerie et d'un diplôme de métier d'art, a été acceptée le jour de notre visite. Cette jeune femme talentueuse est horlogère indépendante en Suisse, à la Chaux-de-Fonds. Tous les horlogers qui sont présentés ici à la HCI, on travaille tous dans nos ateliers à la main et je crois que c'est ça qui fait la particularité des pièces. Et elles sont toutes uniques. Les montres mécaniques qu'on fait, elles ont une plus grande démarche artistique. Elles ont plus la vocation d'être un objet d'art qu'un objet elles peuvent l'être, mais un objet usuel du quotidien. Et c'est vrai que quand on arrive à toucher et à faire ressentir des émotions aux personnes qui portent nos créations, je dirais pour moi c'est la seule chose que je demande, quoi. Pour ces artisans hors du commun, la haute horlogerie est un art, une quête de l'excellence. La haute horlogerie ne se contente jamais de la facilité, mais tend à la perfection technique et esthétique jusque dans les moindres détails. J'écris sur toutes mes montres, c'est le cœur et l'esprit. C'est-à-dire que mes montres, je les dessine avec mon cœur, donc je réfléchis pas trop si c'est possible, pas possible. Je fais ce qui me plaît, donc c'est plutôt le cœur là qui prend le dessus. Et après, c'est l'esprit qui va se mettre en marche pour donner vie à ce qu'on a dessiné avec notre cœur. Donc j'ai toujours gardé cette philosophie et elle continue à me parler énormément. Je vois que mes projets, si on arrive à respecter ça, ça marche. Né dans une famille d'horlogers depuis plusieurs générations, passionné de montres depuis toujours, David Cando a intégré la maison Gégère-Lecoutre comme apprenti. Après 18 ans de bons et loyaux services, il a décidé de s'associer à son père pour lancer sa propre entreprise. Il m'a fallu 17 ans pour sortir la première pièce, mais c'est même pas qu'il m'a fallu, parce que j'avais pas de délai, de temps. Je m'étais dit que de mon vivant, si j'arrive à réaliser une montre sans compromis, comme je l'imagine, même dans mes rêves, parce que des fois c'est des choses qui sont peut-être pas possibles, réalisables, mais de pas se mettre des contraintes, de vraiment y aller sans compromis. Donc je l'ai dessiné pendant 17 ans, et puis il y avait cette couronne, parce que moi c'était une fonction qui me dérangeait sur le côté. C'était pas agréable à porter les montres, et quand vous utilisez la couronne, c'est en accro, c'est pas fluide, c'est pas ergonomique. Alors je l'ai mis sur la montre, carrément dessus. C'est plus pratique, c'est plus esthétique de mon point de vue. Et puis voilà, puis je suis parti comme ça, parce que je dessine toujours tout sur mon cahier, puisqu'avec un crayon et du papier, vous n'avez pas de limite, vous êtes totalement libre. Laetitia Rodriguez, NTD, Actualité. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.